Donc on se retrouve avec, alors pour commencer, Nadia Cohen, qui sera ensuite suivie de Cécile. Donc Nadia est psychopédagogue et didacticienne, et elle va questionner la manière dont on peut vivre ce que l'on joue, et comment les compétences mobilisées par le jeu peuvent se transférer dans la vie. Voilà, donc sans plus tarder, Nadia, du coup je te laisse la parole. Super. Du coup, moi, je m'intéresse, à, comment est-ce qu'on peut réutiliser les compétences, qu'on développe avec le jeu de rôle dans la vraie vie. C'est une question que je me pose depuis un moment maintenant. Déjà, il faut que je vous dise d'où je parle. C'est toujours intéressant de savoir d'où les gens parlent. J'ai un profil qui est scientifique à la base, parce que j'ai un master de biologie et de santé, et après j'ai un profil de pédagogue puisque je suis didacticienne des sciences, donc j'ai passé ce diplôme-là à l'École normale supérieure de Cachan. Pour simplifier, de dire que, j'ai un peu plusieurs casquettes. J'ai une casquette, scientifique, et ça va nous intéresser parce que je vais parler de sciences cognitives après. J'ai une casquette de pédagogue et j'ai une casquette de thérapeute, et donc je suis certifiée en psychopédagogie. Alors c'est quoi la psychopédagogie? C'est les spécialistes des troubles et des difficultés d'apprentissage, donc tout ce qui est troubles qu'on appelait avant les troubles 10, et tout ce qui est troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, autistique aussi. Alors, je voulais vous expliquer déjà comment j'utilisais le jeu de rôle sur table dans ma pratique. Tout d'abord, j'ai commencé à l'utiliser, en créant des contenus pédagogiques, à la demande, parce que je suis installée en libéral, donc je suis à mon compte, donc régulièrement j'ai des demandes diverses et variées. Et dans les demandes les plus, étranges et farfelues que j'ai eu, «Est-ce qu'on peut créer un jeu de rôle pour que les jeunes puissent, réviser, leur programme de primaire, en s'amusant? Est-ce qu'on peut, créer un jeu de rôle, sur, la laïcité parce que c'est des savoirs théoriques extrêmement rébarbatifs et on ne sait pas comment, former nos animateurs, animatrices à la laïcité, sans qu'ils s'endorment?» Et donc j'ai commencé, en créant, des jeux de rôle, qui servaient principalement à ludifier des savoirs théoriques dans un premier temps. Et puis, en 2021, j'ai, commencé à utiliser le jeu de rôle en aide thérapeutique, notamment pour développer les habiletés sociales. Donc c'est comment je pourrais expliquer les habiletés sociales? Les habiletés sociales, c'est tout ce qui nous permet de comprendre les autres, d'interagir avec eux et d'interagir dans un environnement, grosso modo. Et donc j'ai commencé à utiliser le jeu de rôle pour ça aussi. Depuis 2022, j'utilise le jeu de rôle en soutien scolaire spécialisé, puisque j'ai principalement un public, d'enfants, neuroatypiques, qui ont des troubles de l'attention pour la majorité. Il y en a certains, certaines qui ont, des composantes du spectre autistique, et j'ai beaucoup de 10 aussi. Et donc, le jeu de rôle, ça me sert, à la fois à maintenir leur attention, parce que ça sert de fil directeur, ça les remet dans une histoire, ils sont passionnés, ils ont envie de d'avancer l'histoire et de voir ce qui va se passer, donc ils ont envie de réussir leurs actions, et ça me permet aussi, d'arriver à les faire réviser autrement et de lever ce que j'appellerais, vous verrez en fin de diaporama, l'empêchement de penser. Alors, je me suis amusée, pour ce soir à, essayer de classer les compétences qu'on pouvait, avoir en jouant au jeu de rôle, avec, mes cases de psychopédagogue qui sont mes cases de fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, c'est grosso modo toutes les fonctions cérébrales qui nous servent à appréhender des nouveaux problèmes et à, trouver des solutions, pour avancer. Donc ces fonctions exécutives, elles sont référencées depuis longtemps, en psychologie et en sciences cognitives, et j'en ai, isolé certaines. Je les ai pas toutes,
toutes isolées, mais j'en ai pris une partie. Donc je me suis demandé, en jeu de rôle, comment on fait travailler nos fonctions exécutives? Alors déjà, on fait travailler la fonction attentionnelle, qui est une des fonctions les plus importantes, puisqu'on est attentif à une histoire en co-création quand on joue au jeu de rôle et on est obligé d'être vraiment attentif parce que sinon on a du mal, du coup à réagir, à faire interagir le personnage avec ce qui est en train de se passer et on a du mal à co-créer si on n'écoute pas vraiment. Ensuite, on travaille sur notre fonction exécutive de l'inhibition, parce que le jeu de rôle, c'est quand même un espèce de terrain, dans lequel on peut avoir plein d'expériences extrêmement rapidement. En 2 heures ou 3 heures de jeu de rôle, il peut se passer plein de choses et donc si on réagit trop vite sous le coup de l'impulsivité, si on interrompt trop les autres, du coup, et qu'on n'inhibe pas ces réactions-là, du coup, on va avoir une réponse immédiate, soit une réponse, du MJ, qui va expliquer les conséquences de cette action, pas réfléchie, soit, une réponse de la table où les gens vont dire: «Bon ça suffit, arrête de me couper la parole, tu me fatigues». On travaille aussi sur la flexibilité. Alors c'est vraiment la fonction exécutive qui est le plus utilisée, je pense, en jeu de rôle parce que, quand on joue, on est obligé d'envisager plein de points de vue, on est obligé d'être créatif, on est obligé de s'adapter aux imprévus parce que c'est pas nous qui décidons, c'est pas le ou la musique qui des solutions, donc les dés ou les cartes ou autres qui décident, aussi si les actions sont réussies. Donc il faut s'adapter aux échecs, il faut modifier ses stratégies, il faut apprendre de ses erreurs. Donc c'est vraiment la compétence, cognitive, la fonction exécutive qui est le plus utilisée, je pense, en jeu de rôle. On travaille aussi sur la planification. Alors il y a des jeux de rôle qui travaillent plus la planification que d'autres, mais par exemple, si vous jouez à un jeu de rôle où vous préparez un cambriolage, à Fiasco par exemple ou à un jeu que j'ai écrit qui s'appelle Le Casse des vieilles canailles, vous êtes obligé de faire des plans avec des étapes, de vous organiser, de trouver votre place dans le groupe, de planifier, qu'est-ce qui pourrait se passer si ça se passe mal, le plan A, le plan B, le plan C et cetera. Donc on fait énormément travailler cette, fonction exécutive-là. Quand on joue au jeu de rôle, on fait aussi beaucoup travailler sa mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est un peu comme, hem, c'est un peu la partie de votre cerveau qui vous permet de stocker, des éléments, dans une mémoire, qui va se vider immédiatement après. Donc c'est une mémoire qui est très, très courte, mais qui vous sert à assembler les différentes consignes, les différents éléments pour, appliquer une consigne ou pour se représenter, par exemple, les choses à faire. Quand on joue au jeu de rôle, on est obligé de faire travailler ce qu'on appelle en sciences cognitives son calepin visuospatial. Donc c'est la manière, que vous avez de vous représenter en termes d'images dans votre tête, ce qui est en train de se passer. Et en fait, on fait énormément travailler ce calepin visuospatial parce que, heu, il faut se représenter mentalement le personnage, il faut se représenter une situation. Il y a, le ou la MJ qui décrit qu'il fait nuit, qu'il y a un dragon qui s'approche, qu'en même temps la paladine, elle est cachée derrière un buisson et cetera. Donc, il faut assembler toutes ces informations à court terme pour arriver à se représenter, l'image. Donc c'est une fonction, du coup, que vous faites beaucoup travailler. Et enfin, en jeu de rôle, on fait aussi travailler sa régulation émotionnelle parce que, pour jouer un personnage et pour comprendre, ce que veulent faire les autres, PJ, donc personnages joueurs ou les PNJ, personnages non joueurs impliqués dans le jeu, il faut quand même, développer de l'empathie, être à la place de l'autre, gérer le stress et l'insatisfaction pour pas que le personnage ou la joueuse ait des réactions, trop forte ou trop exacerbée et donc finalement, on fait aussi beaucoup travailler cette fonction-là. Et alors bonne nouvelle, il se trouve qu'en sciences cognitives, on nous a appris que quand on entraînait ces fonctions exécutives, en fait, on les améliore, que ce soit en jeu ou dans la vie, on les améliore. Notamment, nous, dans nos métiers en psychopédagogie, on fait de la remédiation, de fonctions cognitives chez les jeunes qui ont des fonctions, un peu plus, faibles que d'autres et on les entraîne, par le jeu ou par des exercices, très précis.
Donc à partir du moment où vous entraînez une fonction exécutive, bah, du coup, cette partie-là du cerveau ou ces parties-là du cerveau, parce qu'il y a souvent plusieurs parties impliquées, bah, du coup, elles vont être, mieux entraînées et ça se garde. Ça se garde aussi pour la vraie vie. Donc ça, on n'a pas besoin de faire grand chose d'autre que de jouer, de faire appel à ces fonctions exécutives-là pour les entraîner. Donc déjà, en tant que média, le jeu de rôle, il fait déjà travailler et avec des choses qui sont réutilisables puisqu'on s'entraîne, quoi. Par contre, on va voir qu'il y a d'autres, compétences et d'autres habiletés, qu'on peut travailler par le jeu de rôle et qui sont pas si facilement, réutilisables dans la vraie vie. Alors j'ai commencé par vous expliquer quelles habiletés sociales on peut travailler par le jeu de rôle, intrinsèquement, c'est-à-dire dans tous les jeux de rôle quasiment, on va travailler, ces habiletés-là. Donc on va travailler sur l'écoute active, parce que, entre joueuses, il faut s'écouter à la table. Quand on commence à faire des plans, des stratégies, à se demander comment on réagit en face d'une situation en jeu, bah, du coup, on est obligé de s'écouter vraiment, de répondre et de proposer des solutions et entre personnages aussi, on est obligé de s'écouter parce que, bah, si on a un ou une bonne ennemie à la table, normalement, tous les personnages non joueurs vont réagir en face avec des réactions, différentes et peut-être que, si on n'écoute pas bien ce qu'un personnage nous dit, on va pas avoir la réaction appropriée et ça va peut-être créer des problèmes, par la suite. Ensuite, on travaille le fait de prendre sa place au sein d'un groupe, donc au sein du groupe de joueuses autour de la table et au sein du groupe de personnages, puisqu'on a une fonction dans ce groupe de personnages, soit par sa classe, par exemple à Donjons& et Dragons, soit, dans d'autres types de jeux, parce qu'on va être la personne un peu plus leaduse, ou le personnage un peu plus leader, et donc on peut travailler, voilà, sur ces 2 plans-là en même temps. Ensuite, on est capable, en jeu de rôle, normalement, au bout d'un moment et avec un peu d'expérience, d'associer des réactions et des comportements de personnages à des stratégies de communication. C'est-à-dire que si on a un personnage qui nous tombe dessus avec un couteau entre les dents, bah, on va se dire: «Bon, bah, c'est une stratégie agressive. Moi, en face, comment mon personnage va réagir?» Si on a un personnage, un peu filou en face qui essaye de nous manipuler, pareil, on va se demander: «Bah, comment mon personnage va réagir?» Donc ça fait travailler, toutes ces compétences-là. C'est-à-dire que ça nous entraîne à avoir des comportements appropriés en fonction de certaines stratégies de communication qu'on peut voir en face. On travaille aussi le fait de comprendre les émotions, à la fois des autres joueuses à table, s'il y a des conflits ou s'il y a des différences de raisonnement, et ou s'il y en a une qui va pas bien parce que, on a abordé un sujet, difficile, pour elle, et ça nous entraîne à comprendre les émotions des personnages puisqu'il va falloir en tenir compte, comme je disais tout à l'heure, pour bien réagir en face. Quand on joue à un jeu de rôle, très souvent, il y a quand même des phases où on est obligé, de parlementer, de dialoguer, de faire des demandes, d'émettre des besoins, d'essayer d'attirer, la sympathie, des autres personnages en jeu pour, obtenir ce qu'on veut. Donc, bah, là, on va travailler plutôt sur l'émission des besoins et des demandes. Et enfin, ça peut arriver, relativement souvent, je pense, dans un jeu de rôle, d'avoir un personnage qui nous admire ou d'avoir un personnage qui nous critique et qui nous provoque et donc ça permet de travailler cette habileté-là qui est le fait d'accepter une critique ou un compliment. Alors ça, donc ce que je vous ai montré avant, c'est tout ce qui, se trouve déjà intrinsèquement dans le média jeu de rôle. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous avez envie, et ce que moi je m'amuse à faire, tout le temps dans mon métier, c'est de designer des jeux pour travailler d'autres compétences que ça. On peut, grosso modo, travailler sur plein de trucs différents. On peut faire de l'histoire, de la géographie, on peut aller, travailler de la grammaire, on peut, travailler des comportements sociaux qui sont pas, intrinsèques au jeu de rôle, mais qu'on veut développer. On peut, par exemple, faire de la communication non violente.
à travers le jeu de rôle. Enfin, on peut vraiment c'est un média qui est génial pour ça, c'est qu'on peut le tordre, à l'infini et on en fait ce qu'on veut. À partir du moment où on incarne un personnage, qui doit, réagir, faire des actions avec un environnement et d'autres personnages, ben, on est déjà dans le jeu de rôle donc finalement ça se tord assez facilement comme média. Alors je vous ai mis des, copier-coller d'un tableau que j'ai fait, il y a, ça commence à faire un moment déjà, 4 ans je pense, où je m'étais amusée à, essayer de voir quel type de savoir on pouvait avoir envie de développer avec le jeu de rôle et quel type de mécanique, de jeu ou d'éléments de narration on pouvait mettre en face à l'intérieur du jeu de rôle, pour, essayer de pousser à, améliorer ce savoir-là. Donc, par exemple, sur tous les savoirs théoriques, moi, ce que j'aime bien faire, c'est au lieu de lancer des dés, aux enfants qui, doivent apprendre, la grammaire ou les mathématiques et ben, je leur mets une réussite, s'ils arrivent à répondre à une question, de mathématiques ou de grammaire. Et puis évidemment, dans la narration, on peut, en géographie utiliser des cartes, en français utiliser des poèmes. Voilà, tout ça, ça peut servir la narration et ça peut servir le jeu. Donc ça, c'était les savoirs théoriques, mais il y a aussi en pédagogie, on aime bien définir, 3 types de savoirs. Il y a les savoirs, théoriques, les savoir-être et les savoir-faire. Donc en termes de savoir-être, par exemple, si on décide qu'on veut inciter, les jeunes ou les moins jeunes, hein, à s'aider, permettre ça, hein, le fait d'avoir des bonus s'il y en a un qui aide l'autre, ça rajoute un point sur le lancer de dés, par exemple. Le fait que le ou la MJ demande, régulièrement, «Comment est-ce que vous pouvez aider ce personnage?» «Est-ce que tiens, toi qui as cette compétence, est-ce que tu aurais pas envie de l'aider?» et cetera. On peut, voilà, on peut inciter, en tout cas, à la coopération. On peut inciter à jouer en groupe, on peut pousser à la bienveillance, on peut, travailler l'échec et la résilience et à travers plein de mécaniques. Là, j'en ai proposé certaines, hein, mais vous pouvez en inventer plein d'autres évidemment et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Alors ces tableaux, ils sont disponibles, dans un des guides que j'ai écrit et que vous trouverez sur mon Itch.io. J'ai mis la référence à la fin, si vous les voulez. Et enfin, en termes de savoir-faire, bah, là, on reprend un peu dans les savoir-faire, parfois on reprend un peu nos fonctions exécutives, mais on peut aussi, apprendre à dessiner à travers le jeu de rôle. Il y a notamment, je pense à des jeux qui ont été écrits par des auteurs indépendants dont Guillaume Jantet, fait partie, où on peut, dessiner son action pour la réussir. C'est un chouette moyen de faire jouer les tout petits, par exemple, ceux qui savent pas encore écrire, de les faire dessiner, leur bonhomme en train de faire l'action et puis, s'ils expliquent bien le dessin, bah, du coup, l'action est réussie et puis on avance dans le jeu. On peut évidemment dessiner son personnage, voilà, on peut faire plein de choses autour du dessin, mais on peut travailler des objectifs, qui nous intéressent plus en thérapie, comme par exemple faire des choix. Il y a des personnes qui ont des gros problèmes pour faire des choix et se décider. Donc là, on peut carrément jouer avec, des donjons, des labyrinthes, où il faut, bah, choisir une direction, choisir une stratégie pour s'orienter, utiliser des cartes plutôt que les dés avec des mains de cartes dans lesquelles, et ben, il va falloir sélectionner une carte, qu'on va mettre en jeu, pour, par exemple, si on a un 10 de pique, bah, le 10 sera plus élevé que le 6 et dans sa main, on a peut-être un 2, un 6, un 10. Bah, est-ce qu'on va utiliser le 10 pour cette action-là ou est-ce qu'on le garde pour après? Voilà, ça pose plein de questions et ça fait travailler les choix. Alors, en gros, pour résumer mon propos d'avant, ce que je disais, c'est que, bah, voilà, on peut travailler énormément de compétences, soit juste en jouant, soit en cherchant à développer, des compétences qu'on va, rentrer à l'intérieur du jeu de rôle pour travailler en thérapie ou en pédagogie. Alors, ça fait, maintenant plusieurs années que je pratique, on va dire à peu près, 4 à 5 ans et j'ai travaillé avec, plein de personnes différentes et notamment j'ai travaillé avec un orthophoniste pendant, plus de 2 ans. Et ensemble, on a essayé de travailler sur les habiletés sociales des enfants qui avaient des bégaiements et des zozotements
et on s'est aperçu qu'en jeu, voilà, il y avait pas de souci, quand ils étaient dans l'action et qu'ils étaient sûrs d'eux à travers avec la limite du personnage, il y avait parfois, des améliorations dans, l'affluence de la parole et qu'ils osaient plus s'exprimer malgré les bégaiements et les zozotements. Mais on s'est aperçu qu'une fois que le jeu s'arrêtait, bah, c'était pas si simple que ça et que, bah, il suffisait pas de jouer, pour savoir, réutiliser, ses compétences, dans la vraie vie. Du coup, avec le terrain et les années et à force de pratiquer, je me suis aperçue et je pense qu'il y a d'autres personnes ici qui se sont aperçues des choses similaires, que, bah, réutiliser des habiletés sociales, des savoir-faire et des savoir-être dans la vie, ça demande plus que juste jouer. C'est pas comme entraîner une fonction cognitive. Il va falloir, aller chercher plus loin. Du coup, là, je me suis intéressée un peu aux méthodes qu'on avait en, psychologie de l'apprentissage, en psychopédagogie et aux méthodes qu'on utilisait pour, favoriser l'apprentissage et éviter l'oubli de cet apprentissage, dans la vie. Et du coup, je me suis, dit que logiquement, si j'appliquais ces méthodes-là, à mes parties de jeux de rôle, je permettrais à mes apprenants d'utiliser un apprentissage à l'intérieur de la partie, mais aussi de le sortir de cette partie et de le réimpliquer dans la vraie vie. Du coup, j'ai essayé de lister un peu ce qui, moi, me parlait en termes de réutilisation des apprentissages et qui pouvait marcher pour le jeu de rôle. Donc tout d'abord, j'ai constaté que, bah, en fait, on ne peut aider aux apprentissages à travers le jeu de rôle que s'il y a un thérapeute, une pédagogue, qui a un rôle de meneuse. Parce que dans ce rôle de meneuse, il va falloir en plus, utiliser des stratégies, d'amélioration des apprentissages à l'intérieur du jeu en jouant et aussi en préparant la partie. Par exemple, on a en psychopédagogie, ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Donc c'est un terme qui a été, émis par, Vygotsky qui est, un psychologue, russe, je crois, si je me trompe pas. Et en fait, il définit la zone proximale de développement comme la zone qui est ni la zone de confort d'apprentissage, ni la zone dans laquelle, les apprenants sont en difficulté. C'est-à-dire que si on va, demander à un apprenant de réaliser un défi ou une tâche qui est un tout petit peu plus dur que ce qu'il sait déjà, mais qu'on lui donne, les outils pour le faire, on est dans cette zone proximale d'apprentissage et ça va permettre à l'apprenant, bah, du coup, d'avancer et de s'améliorer et d'aller plus loin dans ses apprentissages si on utilise cette zone. Alors c'est pas une vraie zone du cerveau, hein, c'est une zone fictive, mais en tout cas, nous, en tant que pédagogue ou thérapeute, ce qu'on a à faire, c'est d'aller, viser des compétences de nos apprenants, qui sont dans cette zone proximale d'apprentissage. Parce que si on vise trop difficile, bah, du coup, on les met en échec et ça marchera pas. Si on vise trop facile, ils apprendront rien. Donc ça, dans notre partie de jeu de rôle, bah, il faut en tenir compte, il faut travailler dessus en amont, il faut réfléchir, hem, à où est cette zone proximale d'apprentissage, de développement chez les apprenants et comment on va l'utiliser en créant le scénario. Ensuite, il va falloir que, bah, les compétences qu'on a envie de travailler avec les apprenants ou les gens en thérapie, elles soient logiques dans notre lore ou dans notre scénario. Parce que si c'est pas logique, ben, du coup, il y aura pas d'adhésion en face, et du coup, bah, ça sera compliqué, d'apprendre quelque chose si on trouve que le jeu, n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de travailler comme compétence. Donc il faut évidemment travailler là-dessus. Ensuite, on peut, utiliser des techniques de renforcement des apprentissages. Donc, par exemple, on a, Damasio qui a montré que, dans l'apprentissage, les émotions, c'était quelque chose de très important et créer un contexte en tant que meneur, meneuse de jeu, créer un contexte émotionnel autour, des apprentissages et ben, ça va permettre, justement de renforcer ces apprentissages. On peut aussi faire évidemment du renforcement positif. Le renforcement positif, je vais l'expliquer juste après. Donc, je vais pas vous expliquer maintenant, mais c'est dans les diapos juste après.
Ce qu'on s'est rendu compte, avec, Clément, avec qui je l'orthophoniste avec qui je travaillais, c'était que, bah, le débriefing, bah, c'était aussi important que la partie. Parce qu'il va falloir réutiliser toutes ces compétences qu'on a développées en jeu, sur lesquelles on a travaillé, lors d'un débriefing et ce débriefing, en fait, pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit long. C'est là qu'on va mettre en œuvre des processus vraiment importants comme la métacognition. Alors la métacognition, c'est quoi? Donc là, je suis après la partie de jeu de rôle, dans un débriefing qui est long. Alors quand je dis long, c'est entre 20 minutes et 50 minutes, donc c'est quand même long comme débriefing. Moi, souvent, je suis en face à face, hein, avec, soit les patients, patientes, soit les enfants, en soutien scolaire. Donc 20 minutes de débriefing, à 2, ça peut être long, mais c'est nécessaire. Sinon, il y aura pas de réutilisation de certaines des compétences que je vous ai citées. Alors on sait en sciences cognitives, hein, et c'est bien référencé que, quand on fait de la métacognition, alors la métacognition, c'est quoi? C'est la capacité à analyser ses propres mécanismes d'apprentissage. On s'est aperçu que, faire de la métacognition, ça permettait d'améliorer ses apprentissages. Donc si vous prenez du recul, que vous regardez ce que vous savez pas, ce que vous avez amélioré, comment vous apprenez, si vous regardez, vous prenez le recul et que vous regardez tout ça, vous apprenez mieux. Donc ça, il y a plein d'études qui ont prouvé ça. Donc moi, j'essaye de mettre ça en place dans le débriefing. Donc à la fin de la partie de jeu de rôle, pour réutiliser les compétences acquises en jeu, il faut à la fois les nommer, les réexpliquer, et citer les moments où elles ont été utilisées pour les relier à des épisodes du jeu qui ensuite vont se marquer dans la mémoire. Donc ça peut donner des questions. Je vous ai listé le type de questions qu'on peut poser pour faire de la métacognition en fin de partie. Ça peut être, bah: «Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui en jeu?» Laisser, les apprenants citer, les apprentissages du jour, compléter en disant: «Mais on a appris ça» et cetera et on met des mots précis sur les notions parce que, il faut aussi, bah, mettre les apprentissages dans des cases pour mieux les apprendre. On peut, du coup, essayer de les relier au moment de jeu où ces apprentissages ils ont été utilisés, de demander comment on pourrait s'améliorer, de demander est-ce qu'il y a des moments où cet apprentissage-là, cette connaissance, cette capacité que tu as développée, est-ce qu'il y a des moments où tu aurais pu l'utiliser autrement? Est-ce qu'il y a des moments où tu l'as pas utilisé, mais tu aurais pu l'utiliser? Donc à ce moment-là, on va prendre le recul nécessaire sur la partie et on va faire de la métacognition. Et puis toujours, les questions de comment est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? De quoi tu aurais besoin pour t'améliorer? Est-ce qu'il y avait une notion théorique ou une notion de savoir-faire ou savoir-être qui te manquait, pour pouvoir réagir en face de tel personnage? On pose toutes ces questions. On utilise du renforcement positif. Alors le renforcement positif, je vous avais promis de le définir. Le renforcement positif, c'est le fait de, heu, féliciter, d'encourager, sur une compétence, qui a été, mise en jeu. Alors même si elle n'a pas été parfaitement mise en jeu, c'est pas grave. On félicite déjà le fait d'avoir essayé. On va, surféliciter aussi quand elle a été bien mise en jeu en disant: «Mais c'est génial, là tu as vraiment complètement réussi, à poser tes limites en face du personnage qui exagérait, vraiment tu as très, très bien réagi, je suis fière de toi» et cetera. Donc on surexagère un petit peu les félicitations et par contre quand, on voit que l'apprenant n'a pas mis en place, ses compétences, et qu'il n'a pas su les utiliser, on va pas lui dire: «C'est pas bien», et cetera. On va juste lui dire: «Bah, là, tu as pas réussi, mais c'est pas grave, tu es en train d'apprendre, c'est normal». Donc on a des réactions qui sont relativement neutres, en cas d'échec et par contre quand c'est réussi ou quand on voit que l'apprenant essaye de, bah, là on surfélicite et ça s'appelle du renforcement positif. C'est issu de la pédagogie positive. Je vous ai mis un lien, d'une étude, de Bressou et Gay qui a été faite en 2022 qui explique, bah, l'intérêt du renforcement positif en pédagogie et comment ça a été, dérivé de la psychologie positive. Alors, comment on peut faire, pardon, pour renforcer les apprentissages dans les parties elles-mêmes?
Il faut ensuite, donc ça c'est des études, sur l'apprentissage et sur la cognition qui montrent qu'en fait, ben, on c'est pas en apprenant une fois qu'on sait. Du coup, il faut remettre en jeu des situations similaires. Il faut les répéter et les répéter et les répéter pour que ça soit encodé dans ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Parce que quand on joue au jeu de rôle, bah, du coup, on vit les scènes, donc bah, du coup, on a l'impression, que c'est presque quelque chose qui nous est arrivé parfois, tellement on adhère avec le personnage et donc en fait, les phases d'apprentissage épisodiques, c'est des choses qui sont bien intégrées. On sait en psychologie cognitive que c'est très bien intégré par les apprenants parce qu'il y a un événement associé. Et à force de répéter, bah, on espère créer des automatismes sur certaines compétences. Et donc là, quand on crée des automatismes, bah, ça veut dire qu'on est rentré dans la mémoire procédurale, celle avec laquelle on finit par répondre automatiquement à des stimuli extérieurs pour avoir, par exemple, une bonne réaction. On peut aussi utiliser des indices de récupération. Donc on a montré aussi que quand on mettait des indices de récupération de l'information, bah, du coup, les apprenants apprenaient mieux. Donc, quand ils savent pas, on leur dit pas: «Bah, tu sais pas» et on donne la réponse. On dit quand ils savent pas, bah, en fait, on donne des petits indices pour qu'ils essayent de retrouver le chemin, heu, pour aller jusqu'à, l'endroit où l'information est stockée dans le cerveau. Et donc ça, on peut le faire en jeu. On peut laisser, dans sa partie jeu de rôle, plein de petits indices, qui permettent à l'apprenant de récupérer l'information pour savoir que c'est telle compétence ou tel savoir qu'il faut réutiliser à ce moment-là. On peut aussi mettre en jeu des PNJ que j'appelle des PNJ pupilles pour que les apprenants, bah, du coup, expliquent, aux PNJ pupilles, une compétence à acquérir. Par exemple, un un PNJ, qui arrive en disant: «Bah, je sais pas faire ça, est-ce que tu peux m'expliquer?» Et comme par hasard, bah, c'est une c'est une compétence qu'on a développée avant chez l'apprenant. Du coup, l'apprenant va réexpliquer la compétence et ça va lui permettre, bah, de la fixer et de pas l'oublier. Et enfin, on sait aussi qu'il y a un meilleur encodage, heu, des, heu, des apprentissages avec les émotions et si, les apprentissages sont en lien direct avec des préoccupations, de la personne qui apprend. Là, on peut, aller jusqu'au personnage. C'est-à-dire que, bah, si les savoirs à intégrer sont en lien direct avec des préoccupations du personnage, bah, l'apprenant derrière, il va apprendre à travers le personnage et il va commencer à mieux fixer, ces compétences-là si on utilise à la fois des émotions et si à la fois on est raccord avec, une partie dans laquelle il y a un lore, un scénario qui fait que les compétences à apprendre, ben oui, elles sont vraiment importantes dans ce lore et dans ce scénario-là. Alors je vous montre vite fait, le jeu que j'utilise, avec les enfants. Ça peut être en thérapie ou ça peut être en soutien scolaire. Donc c'est un jeu que j'ai créé en 2020 qui s'appelle Bulle Junior, dans lequel on utilise une roue des émotions. Parce qu'à l'origine, c'est un jeu qui est fait pour apprivoiser ses émotions, heu apprivoiser le vocabulaire autour des émotions et puis retrouver confiance en soi et savoir s'adapter par rapport à une situation émotionnelle. Donc on joue avec une roue des émotions, on lance, heu, on lance un dé où on demande à l'enfant de se placer sur l'émotion de son personnage selon le niveau d'apprentissage de l'enfant. En Quand ils savent pas trop nommer les émotions et les gérer, je leur demande juste de me placer un pion, sur la case, de l'émotion que rencontre le personnage et quand ils savent, un peu mieux, je leur fais lancer un dé et ça sélectionne une émotion entre 1 et 20 et donc il faut qu'ils me racontent la suite, mais en tenant compte de cette émotion. Du coup, je leur ai créé des cartes de personnages avec, des j'aime, j'aime pas, qu'est-ce que je fais comme activité, quel caractère a mon personnage et puis, très souvent, c'est des personnages inclusifs, donc ils ont tous des handicaps, parce que j'ai beaucoup d'enfants qui ont des handicaps, donc ça permet aussi bah, qu'ils se sentent plus proches du personnage et très souvent ce handicap est compensé par quelque chose de magique ou quelque chose, ou une capacité particulière et ils ont aussi dans Bulle, c'est un jeu où on peut jouer dans des sous-marins ou des vaisseaux spatiaux, donc ils ont aussi un sous-marin, qui les aide. Je vais vous donner
2 exemples. Je vois que l'heure tourne en plus. Je vais vous donner 2 exemples, d'utilisation, du jeu de rôle sur table. Alors un exemple avec une enfant, c'est Louane qui a 10 ans, que je suis depuis maintenant, on a commencé en septembre ensemble. C'est pas la première avec qui, j'utilise, le jeu de rôle sur table, en soutien scolaire, mais c'est la première enfant avec qui j'utilise le jeu de rôle sur table en thérapie. Parce qu'au début, j'avais Louane uniquement en soutien scolaire, mais maintenant elle fait aussi de la thérapie avec moi, parce que, c'est sa psychomotricienne qui m'a demandé de travailler sur la gestion des émotions et de la frustration, puisque Louane a un TDAH, donc un trouble de l'attention avec hyperactivité, et elle a aussi un trouble du spectre autistique en cours de diagnostic. Donc c'est une enfant qui, a énormément de mal à s'inhiber, et c'est une enfant qui a énormément de mal à changer ses stratégies ou à apprendre de nouvelles stratégies, sociales ou, scolaires, heu, à cause de ces troubles-là. Louane, elle a toujours refusé, avec tout le monde, de s'intéresser à tout ce qui était relaxation thérapeutique pour se calmer, alors que c'est ce qu'on préconise, très souvent chez ce type de profil, parce que ça les aide à descendre, à gérer, la frustration, la surstimulation d'idées, qu'ont beaucoup de troubles de l'attention avec hyperactivité, et en fait, elle refusait complètement de cette méthode-là. Donc j'ai essayé avec une technique normale, hein, en lui disant: «Bah, Louane, aujourd'hui, on va apprendre, un peu de relaxation thérapeutique». J'ai eu un non formel et une crise derrière, donc j'ai compris que c'était pas la bonne solution, et donc derrière ça, je suis revenue après, via le jeu de rôle, puisqu'on utilise le jeu de rôle en soutien scolaire. J'ai introduit des personnages supplémentaires dans le jeu de rôle en soutien scolaire, et la séance d'après, sans qu'elle s'en aperçoive, en fait, on n'a pas du tout fait de soutien scolaire, mais on a travaillé sur de la relaxation thérapeutique à travers le jeu de rôle. Donc pour ça, on utilise le jeu que je vous ai montré avant. Je vous la lis, qui est, un des personnages que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon itch.io si vous voulez jouer avec ce jeu aussi, et je lui ai créé un événement où l'ordinateur de bord de son vaisseau spatial, lui a demandé d'arrêter de penser trop fort, et de se disputer avec les PNJ qui étaient présents dans la scène, parce que, l'ordinateur de bord arrivait pas à ça brouillait ses capacités, et il n'arrivait pas à retrouver le chemin pour aller sur la planète, qui était dans le scénario. Et du coup, Louane, a arrêté le jeu, m'a regardée avec des yeux éberlués et m'a dit: «Bah, Nadia, comment on fait? Comment on fait pour arrêter de penser?» Je lui ai dit: «Bah, en fait, on peut pas vraiment arrêter de penser, mais par contre, on peut essayer de se calmer et de se concentrer sur autre chose que toutes ces pensées qui te traversent tout le temps. Et si tu veux, je t'apprends comment, et puis ensuite, tu l'utilises dans le jeu, et si tu l'utilises dans le jeu, ben, ça validera ton action». Alors là, du coup, c'était bon, hein. C'était parti. Louane a appris à faire de la relaxation thérapeutique et de la respiration, alors qu'avant, c'était impossible de lui faire faire 3 respirations calmes d'affilée. Donc là, elle m'en a fait pendant un quart d'heure. Elle a calmé, elle m'a dit elle-même que ça la calmait drôlement, donc elle était, assez contente de ce que ça produisait sur elle. Elle m'a dit que ça avait drôlement calmé son personnage aussi, et du coup, elle a acquis cette nouvelle compétence à travers le jeu. Ensuite, j'ai essayé de réutiliser, la compétence, donc plusieurs fois, j'ai refait des événements où Louane avait besoin de permettre à l'ordinateur de bord du vaisseau, de se concentrer lui aussi pour trouver le chemin, à travers les planètes, et donc j'ai réutilisé ce savoir-là, ce savoir-faire-là, plusieurs fois. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je lui ai demandé de passer en position de mentor, et que de former son petit monstre de compagnie qu'elle a appelé Jafar, et qu'elle a débloqué dans les parties, précédentes de jeu de rôle, pour lui expliquer à Jafar, comment il fallait faire lui aussi pour se calmer. Parce que du coup, j'ai pitché un Jafar qui était énervé et le vaisseau qui était pas content parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer, donc elle a dû lui expliquer. Donc elle a remis en scène cette compétence-là, et enfin dans le débriefing, on a réfléchi ensemble à la fin de la séance à comment dans la vraie vie elle pouvait, elle, Louane, utiliser cette compétence. Évidemment, j'ai renforcé positivement comme je fais à chaque fois, en lui disant que j'étais très fière d'elle, ce qui est le cas, hein, bien sûr, et puis en plus qu'elle avait réussi à expliquer à Jafar comment on se calmait.
Voilà, je vous ai mis un autre exemple, mais je vais passer un peu plus vite dessus. C'est avec une adulte cette fois-ci, donc c'est Sophie qui a 30 ans et qui a énormément de mal à poser ses limites dans la vie, qui se fait, un peu écraser par sa famille et son compagnon. Et elle m'a demandé, spécifiquement de travailler là-dessus. Elle m'a demandé, elle dans la vie, elle est ludothérapeute, donc elle utilise le jeu aussi, dans sa pratique et elle m'a dit: «Moi, je veux travailler que comme ça, je veux travailler avec le jeu de rôle». Et donc, bah, du coup, j'ai utilisé un protocole que vous trouverez dans un article aussi dans les liens que je vous ai mis à la fin, qui s'appelle le protocole Cohen-Misson, dans lequel on crée, ensemble un personnage qu'elle admire. Je crée le lore autour de ça et puis, je mets en scène des éléments pour travailler cette compétence. Donc là, dans ce cas-là, c'était des événements récurrents où il y avait des PNJ qui dépassaient les limites de son personnage et où elle devait, bah, leur répondre et leur demander d'ajuster leurs demandes par rapport à ses besoins à elle. C'est aussi des situations dans lesquelles elle a pu utiliser la communication non violente parce elle la connaissait, mais elle me disait qu'elle savait pas bien l'utiliser dans la vie, quoi. Donc, elle l'a utilisé en jeu avec les personnages et puis, bah, après, on a fait un débriefing très long, sur, l'analyse de ses relations interpersonnelles, sur la manière dont elle avait utilisé cette compétence et comment elle pouvait, ensuite la réutiliser dans la vraie vie. Voilà, pour terminer, je voulais juste faire une petite parenthèse sur l'empêchement de penser, dont j'en ai parlé en tout début. L'empêchement de penser, ça a été défini par Serge Boimard, qui définit ça comme un blocage à l'apprentissage qui est lié à la rencontre avec les contraintes d'apprentissage qui alimentent une peur d'apprendre. En fait, il s'est aperçu que chez les enfants ados qui, avaient des mauvaises notes et qui avaient des mauvais résultats scolaires, il y avait effectivement des fois, des problèmes dans l'apprentissage des bases et donc ils avaient pris un retard parce qu'ils connaissaient mal leurs bases et qu'ils n'arrivaient plus, du coup à avoir des résultats suffisants au bout d'un certain niveau. Mais il y avait aussi la peur d'apprendre et toute la structure autour de l'apprentissage qui réussissait pas à tout le monde. Et donc lui, ce qu'il préconisait, c'était de se servir d'une médiation culturelle. Donc lui, il se sert beaucoup du conte et de la mythologie. Et en fait, moi, j'ai envie de dire que, bah, finalement, le jeu de rôle, bah, c'est la suite de ça, quoi. C'est-à-dire que, bah, si Serge Boimard utilise, pour l'empêchement de penser, le conte et la mythologie qui sont des récits, qu'on peut pas tordre et dans lesquels on peut pas vraiment interagir, mais dans lesquels on écoute et ensuite on réagit en disant: «Bah, moi aussi, ça fait comme, tel dieu dans la mythologie, moi aussi j'ai des conflits avec, ma famille, moi aussi ceci, cela». Ben nous, on peut tordre notre média de jeu de rôle pour en s'en servir, en fait, comme Serge Boimard pour lever l'empêchement de penser. Voilà, en bas, je vous ai mis les ressources. Du coup, vous allez trouver les guides avec les tableaux et vous allez trouver, les articles, que j'ai écrits sur le protocole Cohen-Misson et vous allez trouver aussi les interviews et les émissions, de radio. Il y en a une qui vient de sortir sur Radio Rollist, qui parle, bah, des jeux de rôle et de et de quel jeu de rôle on peut utiliser pour développer quelles compétences et je crois que j'ai assez parlé. Hop, alors écoute, je te remercie. Nadia, est-ce que tu m'entends? C'est bon pour toi? Oui Ouais. et je t'entends. Bon, super. Je te remercie pour ta présentation. Écoute, je te propose les deux liens là que tu nous as montrés. Tu peux les mettre à l'issue de. Enfin voilà, tu pourras les mettre si tu veux dans le chat de notre du live en fait pour que les gens puissent y accéder si tu le souhaites. Comme ça, ce sera plus directement accessible. Peut-être moi je me suis occupé de mettre le lien vers ton Itch.io. Alors je sais pas si tu en as plusieurs ou quoi, mais en tout cas voilà, il y a déjà cet accès-là qui est possible. Euh, OK, super, merci. en tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. C'était vraiment extrêmement intéressant et ça donne une impression
d'une approche du jeu de rôle très complète et très complexe aussi. C'est-à-dire, on a le sentiment qu'effectivement, tu peux mobiliser comme ça beaucoup de choses, beaucoup de compétences, et ça donne un peu un sentiment de technicité important. Alors, je te pose une question, et puis je proposerais, bah voilà, éventuellement, pour pas qu'on prenne davantage de retard, de poursuivre les échanges éventuellement sur le Discord. Je vais mettre le lien sur le chat, et les gens qui auraient des questions pourront te les poser. Alors, soit tu les récupères toi, soit je te les envoie ou quoi, ou alors vous vous débrouillez dans les différents salons vocaux et tout ça. Mais moi j'ai une question, c'est est-ce que il peut t'arriver de t'y perdre entre la posture de alors je vais dire la technicienne, mais de l'accompagnante, tu vois, de la thérapeute en quelque sorte, et celle de la meneuse. Est-ce que parfois les deux, comment dire, les deux rôles, les deux casquettes peuvent se brouiller, peuvent se chevaucher, peuvent rendre un peu le tout difficile à mener, ou est-ce que c'est des circonstances que tu rencontres pas nécessairement? Alors, ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé, mais parce que je prépare beaucoup. C'est-à-dire que j'ai mon plan, j'ai ma feuille avec mon plan devant moi, avec, déjà je note toutes les compétences, que je veux, travailler dans cette partie-là et puis, je note tous les moyens que j'ai trouvés avant pour les travailler et ensuite, bah, je note pas parce que je commence à les connaître, mes stratégies, d'amélioration de l'apprentissage, mais en tout cas, je fonctionne presque toujours de la même manière. La seule chose que je maîtrise pas, c'est, parfois, il me faut des idées d'événements dans lesquels je vais faire de l'impro pour que la compétence, colle avec l'événement et donc, ça m'arrive parfois de faire tirer aux enfants notamment des cartes Dixit, les cartes qu'ils préfèrent. Ça me permet aussi de voir ce qu'ils ont envie de jouer et ça me permet d'utiliser ce qu'il y a sur la carte pour improviser autour du cadre que j'ai créé. Mais en fait, c'est tellement cadré que pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Ok, bon, ça marche. Très bien. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour, voilà, pour cette présentation, puis pour ta réponse. C'était vraiment extrêmement intéressant. Puis ça donne envie aussi de se plonger dans tes jeux et puis dans tous les contenus comme ça que tu as pu mettre à disposition sur Internet. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Hop.